Bonjour, bienvenue à Lévisien, Lévisienne, le balado du Journal de Lévis. Aujourd'hui, on conclut notre série de capsules hors série de Lévisien, Lévisienne, où j'ai été à la rencontre des 3 candidats à la mairie de Lévis pour les élections municipales de 2025. Donc, on termine ça avec ma rencontre avec Isabelle Demers, chef de Lévis Force 10. Au cours de notre discussion, on a pu parler de sa longue carrière en politique municipale. On a aussi abordé sa première expérience de course à la mairie en 2013. Et évidemment, on a parlé de sa vision de Lévis et des principaux enjeux du territoire. Donc, je vous laisse écouter ça. On remercie encore une fois le groupe Garneau qui nous a réservé la salle de tournage. C'est super apprécié. Donc, merci beaucoup. Bonne écoute à tous. Bonjour, bienvenue à tous à une nouvelle capsule de Lévisien, Lévisienne, le balado du Journal de Lévis. Aujourd'hui, on reçoit comme invité la conseillère du district de Villeux, la chef de Lévis Force 10 et aussi candidate à la mairie de Lévis, Isabelle Demers. Bonjour. Bonjour, M. Nicole. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Super. Donc, tout d'abord, on veut en apprendre un peu plus sur Isabelle Demers. D'où est-ce que vous venez, là, vous? Bien, en fait, je suis née à Saint-Nicolas, sur le chemin Saint-Joseph, qui est aujourd'hui le rang Vire-Crève. On l'appelle le chemin de la fraîcheur. Je suis une fille, je me plais à dire que je suis une fille qui est née dans les champs. Okay. La maison était entourée de champs de fraises et de champs de patates dans le temps. Bernière a été fondée en 1968. Fait que je suis née en 65. Donc, pour toute ma jeunesse, j'ai dit que je venais de Bernière, mais je suis née à Saint-Nicolas. Ensuite, il y a eu Bernière qui est revenu Saint-Nicolas par la suite avant que Saint-Nicolas soit fusionné avec la ville de Lévis. OK. Donc, une fière lévisienne. On dit bien une née native. Alors, je suis née ici. Super, parfait. Oui. Donc, pour justement revenir à la jeunesse d'Isabelle Demers, ça ressemblait à quoi votre jeunesse, votre enfance? Là? Bien, en fait, je viens d'une famille de 7 enfants. Je suis la plus jeune. La famille était, je vous dirais, politisée, mais pas trop. Mes parents n'ont jamais fait de politique, mais ont été très impliqués avec soit des oncles, des tantes, les tantes moins. Là, dans ce temps-là, c'était les femmes portaient le nom de leur mari, mais des oncles qui ont fait des campagnes électorales. On était très intéressés par la vie politique sans nécessairement en faire. Mon père, un Demers du chemin Saint-Joseph, vient d'une famille de 16 enfants. Donc, on a entendu parler beaucoup de politique. Puis, il y avait 2 sujets qu'on touchait moins quand on était plus jeune, 2 sujets qu'on entendait moins parler parce que souvent, ça faisait de la chicane. Tout le monde n'était pas du même avis. C'était la politique et la religion. Alors, c'est 2 sujets qu'on touchait moins, mais mon père nous a toujours je vous dirais, bien éduqués, formés au niveau de ce qui était notre devoir de citoyen. OK. Puis c'est quoi qui a vraiment lancé votre passion, votre flamme pour la politique, vous? Là? À l'âge de 17 ans, j'ai fait du pointage. Puis là, je vais revenir vraiment à l'arrière. C'était pour M. Garon dans le temps. M. Garon était député provincial. Puis j'avais fait du pointage, j'avais 17 ans. On faisait des téléphones, on appelait les gens, puis on voulait savoir si les gens étaient du côté de M. Garon, tout ça. Sans nécessairement être d'un parti politique ou d'un autre, c'était vraiment pour accompagner l'homme. Et aujourd'hui encore, souvent, c'est la personne qu'on va accompagner au niveau politique. Les partis sont quand même bien importants, mais souvent, on va voter pour la personne, on va voter pour les gens qui sont le plus proches au niveau de la proximité avec les citoyens, et c'est encore ça aujourd'hui. La piqûre, je l'ai vraiment eue à ce moment-là, moi. Okay. J'ai jamais été séparatiste. Moi, je suis une fille, je suis bien dans le Canada. Mais bon, M. Garon était au Parti québécois. Moi, je faisais des téléphones pour l'homme. Donc, plutôt que d'une orientation politique, c'était vraiment pour aider M. Garon. Okay. J'ai commencé comme ça à l'âge de 17 ans, puis suite à ça, j'ai rencontré le maire de Bernière, le maire de Saint-Rédempteur. C'était les gens que je côtoyais dans diverses activités parce que ça fait longtemps que je suis impliquée dans des organismes communautaires. Puis un jour, j'ai dit au maire de Bernière, qui était M. Rénal Breton dans le temps, un jour, je vais prendre votre place. Ah oui? Fait que déjà, à l'âge de 17 ans, j'avais des ambitions comme ça. Donc ça, c'est un peu le départ de la bougie d'allumage qui a fait que j'ai voulu faire de la politique un jour.
Et pour moi, je voulais faire une politique différente. J'ai toujours été très proche sur le terrain. Je me plais aussi à dire que les hivers, je suis dans les arénas. Les étés, je suis sur des terrains de baseball. On parle de soccer au baseball, mais je suis sur les terrains. Okay. Je me suis jamais cachée. J'ai toujours fait ça. 21 ans, une autre période de ma vie où j'ai été duchesse du Carnaval de Québec. Alors, à ce moment-là, il y a eu plusieurs rencontres et là, je m'étais assise avec les maires de Bernières et de Saint-Rédempteur, pas dans le cadre de mon activité de carnaval, mais de regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les villes, parce que les villes n'étaient pas fusionnées à ce moment-là. Puis, c'est aussi, je me disais, quel genre de vision, moi, je veux pour mon patelin, l'endroit où je suis née, qu'est-ce que je veux pour les citoyens. J'avais déjà cette passion-là. Je m'inscris à l'Université Laval. Je décide de m'inscrire en sciences politiques et communication parce que c'est ça que je voulais faire. Okay. Donc, déjà, comme je vous dis, à l'âge de 17 ans, pour moi, c'était très campé. Puis, une anecdote, je suis entrée chez mon employeur. J'ai travaillé, je suis toujours, là, je suis en congé sans solde, mais je suis toujours à l'emploi d'une grande banque québécoise. Puis, je suis rentrée chez mon employeur à 21 ans en lui disant, j'ai 9 ans de ma vie à vous donner. Okay. À l'entrevue d'embauche. J'ai dit, moi, à l'âge de 30 ans, je voudrais faire de la politique active. Je me disais, les gens, pas qu'ils nous prennent moins au sérieux, mais il faut avoir un peu d'expérience. Puis dans ce temps-là, c'était vraiment ça. Je suis une femme, je suis décidée, déterminée. Je veux faire de la politique. Donc, à l'âge de 30 ans, je vous donne 9 ans. J'avais 21 ans, je vous donne 9 ans de ma vie. Puis, en fait, je suis restée à la banque jusqu'à 36 ans avant de faire mon premier saut en politique. Donc, là, j'ai eu mes enfants. J'ai 2 enfants, Marc-Olivier et Rosalie. Je suis grand-mère maintenant. Donc, ça, c'est le cheminement. Mais c'est vraiment ce que j'ai fait là, qui m'a donné la bougie d'allumage pour la politique et ça m'anime toujours. C'est une passion pour moi. OK, super. Justement, long parcours en politique municipale. Qu'est-ce que vous retenez jusqu'à maintenant de toutes ces années-là? C'est quoi vos plus grandes réalisations? Là? Bien, si je parle de mon dernier mandat, donc le mandat actuel qui va se terminer en novembre, ma plus belle réalisation, parce que je suis responsable des finances à la Ville de Lévis, c'est le cadre financier. D'avoir enfin un cadre financier, une planification financière, on sait où est-ce qu'on s'en va. Pour moi, c'est vraiment la plus belle réalisation. Mais si je me ramène à mon premier mandat avec M. Garon, de 2002 jusqu'à 2005, c'est d'avoir réussi à faire que les 10 villes se sentent dans la ville de Lévis. Okay. Il y a encore du travail à faire. Ça fait 23 ans. Il y a des gens qui disent on se trouve loin, on se sent loin, et je les comprends. Mais il y a un beau travail qui a été fait. Ça a été un premier mandat qui a demandé beaucoup, je dirais, d'efforts juste pour que les gens se sentent faire partie de la ville. Les gens de Desjardins, les gens de Chaudière-Est et les gens de Chaudière-Ouest, les gens se trouvaient loin l'un de l'autre. Aujourd'hui, moi, je me plais à dire que la ville de Lévis, c'est pas si grand que ça. C'est une grande ville, mais c'est pas si grand que ça. Parfait. Puis comment, justement, toute cette expérience-là pourrait vous aider dans un poste de mairesse de Lévis? Bien, en fait, le terrain. Je vais juste vous dire la proximité avec les gens. Ça sera ma 7e campagne électorale. J'ai 4 campagnes où j'ai été élue, donc 4 mandats en arrière de moi, bien, présentement, parce que le mandat n'est pas terminé. Mais je pense que les gens ont vu que j'étais quelqu'un qui était très proche. Je suis quelqu'un qui fait face. Quand il y a des mouvements ou il y a des événements qui se passent ou des situations qui se passent, je me suis jamais cachée. Je suis celle qui va au-devant des gens. Moi, j'ai toujours dit une bonne poignée de main, une bonne discussion, une discussion ouverte, un canal de communication accessible. Bien, ça fait qu'aujourd'hui, je suis encore là. Parfait. Vous avez été candidate déjà en 2013 à la mairie face à M. Gilles Laulier. Vous aviez perdu d'environ 2000 voix, si je me rappelle bien. Oui, un petit peu plus que 2000. C'est ça, c'était comment cette première expérience-là, cette première course à la mairie-là? En fait, quand je me suis présentée en 2013, j'étais une candidate indépendante à la mairie. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est de me promener partout sur le territoire de la ville. Quand on a des candidats, parce que présentement, j'ai une très belle équipe, je suis vraiment fière de mon équipe, les candidats, quand ils font leur porte aussi pour le candidat ou la candidate à la mairie. En 2013, j'ai parcouru tout le territoire. Vraiment, puis toute seule, j'étais toujours accompagnée, mais toute seule, et d'aller voir ce que les gens avaient à me dire. Et moi, dans cette période-là, je disais, je vais travailler avec les gens que vous allez choisir.
Pas de parti, j'en avais pas, j'étais indépendante. Puis, pour moi, ça a été une première victoire. Vous savez, de voir le côté positif dans tout ce qui se passe, c'est de dire, je suis arrivée la deuxième. M. Laulier a fait une très belle campagne. On était très respectueux toutes les deux. Et d'arriver deuxième à un petit peu plus que 2000 de différence, pour moi, ça a été une belle victoire. Le lendemain de l'élection, il y a un journaliste qui vient me voir. Je déjeunais avec de la famille, donc j'étais dans un restaurant, puis il vient me voir. « Mais vous avez de l'air de bonne humeur, vous avez quand même subi une défaite. » Mais je dis, « Avez-vous vu mon résultat? » J'étais fière du résultat qui a été fait en 2013 et j'étais contente de ça en me disant j'ai toujours ma place. Okay. C'est pas un désaveu, au contraire, c'était une façon de faire. J'avais décidé, moi j'étais dans un parti avant, j'ai quitté le parti pour me présenter à la mairie comme indépendante. Puis je me disais, en fait, j'ai une belle vision pour cette ville-là. Donc, et c'est pour ça qu'en 2017, j'ai joint l'équipe de M. Laulier. Et tout le temps de la campagne, très respectueusement, on a fait chacun nos campagnes. Et on n'était pas très loin de notre vision de ce qu'on voulait faire de la ville. Alors, pour moi, ça a été un saut qui a été facile à faire en 2017. Est-ce que vous jugez que ça peut vous donner peut-être un avantage ou peut-être ça vous donne quelques trucs de déjà l'avoir vécu, cette situation-là? Bien, c'est certain qu'avoir fait une campagne à la mairie, déjà, c'était à des débats, hein, on l'a fait en 2013. Les dernières campagnes, il n'y a pas eu de débat, mais d'avoir fait ça, d'avoir défendu aussi ce que moi je voulais faire, c'est sûr que ça me donne un avantage. Mais mon plus bel avantage, ce sera toujours ma proximité avec les citoyens. Et ça n'a pas changé. Je dis souvent, ces 4 élections, j'ai eu la confiance des gens, mais c'est 7 élections, c'est ma 7e élection. Et s'il y a un avantage que j'ai, c'est de toujours être restée au municipal. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le palier gouvernemental le plus proche des citoyens. C'est les services de base, c'est ce qu'on donne aux citoyens. Moi, mon numéro de téléphone de 2013 que j'avais mis sur mes pancartes, je l'ai toujours. Okay. J'ai encore ce numéro-là. Je me suis jamais cachée, puis je vais continuer de faire ça. Je comprends donc que la décision de vous relancer dans cette course-là n'a pas été bien difficile. Non, effectivement. On réfléchit, hein? Ouais. Vous savez, la vie politique a beaucoup changé. On réfléchit. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de parler avec mon conjoint, avec ma famille. Si je prenais les rênes du parti Lévis-Force 10, le parti de M. Laulier. Puis après ça, j'ai levé la main, puis j'ai dit oui, j'ai cet intérêt-là parce que je le sais que je suis encore capable de donner beaucoup à la ville. J'ai une belle vision, j'ai des beaux projets qu'on va présenter durant la campagne. Puis comme je le dis, on prend des décisions au conseil municipal. J'ai un vote alentour de la table. Donc, on prend des décisions en concertation, puis c'est pour faire avancer la ville. Jamais on se lève le matin pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour que les citoyens ne soient pas contents. Jamais on fait ça. Par contre, on le fait pour la majorité. Fait qu'est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents quand on prend des décisions? Oui, et c'est tout à fait normal et c'est correct que ce soit comme ça. OK. Puis vous avez, comme vous l'avez dit, vous êtes joint à M. Laulier en 2017. Vous l'avez longuement côtoyé. Qu'est-ce que ça vous a appris? Comment ça peut vous aider, ça aussi, là, cette expérience-là? En fait, M. Laulier est un maire de concertation. Donc, souvent, on se faisait dire, bon, alentour de la table du conseil, ça a l'air facile, vous êtes juste là pour dire oui. Toutes nos discussions, puis nos commentaires, ou je vous dirais même nos débats qu'on fait en équipe, on les faisait en arrière du rideau. On n'est pas là pour aller chicaner. C'est pas ça. La politique municipale, c'est de vouloir servir le citoyen et de toujours prendre la meilleure décision pour les services qu'on a à rendre en tant que ville pour les citoyens. Les discussions, les commentaires, les débats, repousser un dossier pour avoir des informations supplémentaires, et on le fait de façon régulière. Fait que ce que je retiens de mon passage avec M. Laulier, c'est vraiment de dire, il y a eu cette ouverture-là. Ça n'a pas toujours, je vous dirais que ça n'a pas toujours été facile dans certains dossiers. Il y a toujours eu l'ouverture de dire, oui, je vais entendre ce que vous avez à dire. Oui, on va se réajuster pour arriver avec un consensus. La collégialité, l'ouverture de communication, c'est ce que je vais retenir, moi, de mon passage avec M. Laulier. Super. Puis là, ça fait pas très longtemps, ça fait quelques semaines que vous êtes maintenant chef du parti Lévis-Force 10. Comment ça s'est fait un peu, cette passation de flambeau-là? Bien, ça s'est très bien fait parce que je suis je suis membre de Lévis-Force 10, donc je connais aussi la volonté du parti, ce qu'on veut faire. Vous savez, c'est une très belle continuité.
J'ai été partie prenante dans les 2 derniers mandats des décisions qui se sont prises et ce que je veux faire, c'est vraiment la continuité. On a encore des beaux projets sur la table puis je veux les continuer. Mais moi, je le dis, c'est avec un vent de fraîcheur, avec les candidats qui ont été choisis pour continuer ce qu'on a déjà fait et avec une vision aussi qui va être rafraîchie, disons-le, avec des nouveaux candidats puis des personnes qui vont pouvoir siéger pour les citoyens. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, le résultat pourrait être différent de celui de 2013? Bien, en fait, je le dis, c'est moi qui ai la plus belle équipe. Quand on a fait les entrevues de sélection, puis je vais être très franche, je n'ai pas assisté aux entrevues de sélection. J'avais un comité de sélection qui me connaissait assez bien pour savoir que j'allais travailler que j'allais être bien pour travailler avec les gens qui m'ont été proposés. Est-ce que tous les candidats qui se sont présentés ont été retenus? Non. Parce que moi, ce que j'avais demandé, c'était vraiment de choisir les meilleures personnes pour les meilleurs quartiers. Donc, je voulais que les gens soient dans les quartiers les plus représentatifs. En fait, je voulais que ce soit le meilleur représentant pour les citoyens dans le quartier où on allait leur offrir de se présenter comme candidat. Et c'est ça qu'on a fait. Okay. Donc, ma confiance envers le comité de sélection qui a fait un excellent travail. Ça a été des périodes très longues. Ils ont rencontré beaucoup de candidats. Et ça a fait... Puis on avait une matrice de compétences. Et ça a fait que quand on a commencé les sélections, on avait des rouges là, dans notre matrice de compétences. Puis là, on a dit, hop, ce candidat-là vient de mettre un vert dans cette matrice pour cette compétence-là, pour ce qu'on voulait faire et pour le travail qu'on veut faire avec les citoyens. Donc, pour moi, la priorité, c'était la proximité. Donc, des gens qui sont à l'aise sur le terrain. Et c'est ça, pour moi, qui fait la différence. En 2013, je n'avais pas d'équipe. J'avais décidé de le faire toute seule parce que je faisais partie d'une équipe qui avait choisi un autre chef et c'était leur choix. Et moi, j'ai dit à ce moment-là, bien, c'est bon, moi, je vais y aller comme indépendante et je vais travailler avec les gens que les citoyens auront choisis. Quand je vous dis que j'ai cette ouverture d'esprit-là, j'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je suis fière de dire que c'est moi qui ai la meilleure équipe. Super. Puis vous disiez juste avant que vous alliez travailler un peu dans la continuité de ce qui a déjà été fait par M. Laulier. Oui. En quoi, qu'est-ce qui va vous différencier de M. Laulier? Là? Bon, premièrement, sans vouloir faire de distinction, M. Laulier est un homme, je suis une femme. Des fois, on arrive au même résultat, mais on va penser de façon différente. On a des procédures, on a des idées qui arrivent différemment. Et avec les nouvelles personnes qui sont là, je me dis, il y aura des nouvelles idées qui vont sortir pour tous les dossiers qu'on va proposer. On aura l'occasion dans les prochains mois de parler du programme électoral, de la plateforme électorale. Puis je me dis, c'est les gens avec qui je travaille, les gens de mon équipe, déjà m'ont fait des superbes propositions pour le futur, on a déjà fait de très belles choses à Lévis. Moi, je me dis tout le temps, si on était resté chacune des petites villes, il y a plein de projets qu'on n'aurait pas pu faire parce que la majorité, le nombre de personnes, on était 125 000 quand on a fusionné les 10 villes, on est rendu à 159 000. Bien, ces gens-là ont des besoins qui sont différents. On a déjà, je pense au centre aquatique, je pense au centre culturel à Lévis. On a fait des projets qu'on n'aurait pas pu faire si on était resté des petites villes. Alors, et moi, ça, je veux continuer ça. Il va y avoir des propositions de beaux projets qu'on va continuer. Mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on le fait pour les citoyens et je veux que ça puisse se poursuivre. OK. Puis on parlait justement de M. Laulier. Il faut quand même préciser, il faut quand même parler du fait qu'il y a certaines décisions qui ont été prises récemment qui ont suscité un peu certaines critiques là, de la population. On va en parler juste après de ces dossiers-là. Mais est-ce que ça pourrait vous faire peur, que ça pourrait peut-être avoir une influence négative sur les votes? Bien, en fait, à chaque fois qu'on a pris des décisions, on le fait au conseil de ville. Donc, à la majorité, et c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est de dire on a une proposition sur la table et on a un vote alentour de la table du conseil. Vous savez, un conseil de ville, ça parle par résolution. Alors, les gens qui étaient plus ou moins d'accord avec les propositions qu'on a mises sur la table avaient le loisir. Il y en a qui l'ont fait, d'autres pas. Je parle du parti de l'opposition, mais c'est la démocratie. Et il y a 3 partis présentement qui sont dans la course, puis je me dis, c'est tellement bien pour la démocratie.
Et les gens vont voir ce qu'on a fait de bien dans les dernières années et nous, ce qu'on veut faire, c'est continuer. On aura des belles propositions, mais je fais partie des décisions qu'on a prises. Je rencontre des gens tous les jours, mais je rencontrais une dame hier puis qui me disait, me parlait de l'histoire, le dossier des redevances et j'ai rectifié des choses. Puis elle me disait, ah, j'avais pas compris ça comme ça. Et souvent, c'est que les dossiers, quand c'est rendu public, c'est ce qui sort publiquement. Bon, vous êtes journaliste, vous savez comment ça fonctionne. Des fois, on prend 30 secondes, une minute pour dire qu'il y a un dossier qui vient de se passer. Nous, ça fait des mois qu'on y travaille. Fait que toi, la finalité de tout ça, il y a un résultat, il y a une proposition qui a été votée au Conseil, mais il y a plein je dirais, il y a plein d'éléments qui entourent une décision qu'on prend. J'invite les gens qui peuvent le faire, d'aller voir aussi, quand on prend des décisions, pourquoi on les a prises. OK, super. Puis, donc, c'est quoi concrètement là, votre vision de la ville de Lévis? Qu'est-ce qui est attirant de devenir mairesse de Lévis? En fait, j'ai encore du beau travail à faire, moi, pour la ville de Lévis. La première fois que je me suis présentée, j'avais 46 ans. Puis aujourd'hui, on a des maires et des mairesses qui sont plus jeunes que ça, mais dans le temps, puis on parle de 2013, les gens me disaient, vous êtes bien trop jeune pour être mairesse. Puis les gens me disaient, et souvent ce qu'on voyait dans ce temps-là, puis même quand j'ai commencé là, en politique, j'avais 36 ans, puis les gens me disaient, ben non, mais tu dois faire ta carrière, fais ta carrière, va prouver sur le marché ce que tu es capable de faire, puis quand tu seras prête à prendre ta retraite, tu viendras faire ta politique. C'était ça dans le temps. On recule de là 22, 25 ans. C'était ça. Aujourd'hui, on a la possibilité, puis surtout, je veux dire, la ville de Lévis est une grande ville, on a la possibilité d'avoir des jeunes, et tant mieux, parce que eux autres aussi ont une belle vision de ce qu'on veut faire pour la ville. Puis les gens peuvent faire le choix que ce soit leur travail à temps plein. Alors, pour moi, ça, c'est une belle différence. Et dans l'équipe Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers, j'ai des gens qui ont entre 37 ans et 72 ans. Donc, toutes les strates de population sont représentées, tous les secteurs sont représentés. Fait que pour moi, ça, c'est ce qu'on veut offrir aux citoyens. OK. Puis c'est quoi, selon vous, les plus grands défis de Lévis là, pour l'avenir? Les gens veulent qu'on soit proche des gens. Moi, je suis une fille de proximité, je suis une fille de terrain. Je veux que ça puisse se continuer. Le niveau municipal, c'est le niveau le plus près des citoyens. Je ne veux pas qu'on s'éloigne des citoyens. Moi, j'ai toujours dit, je suis aussi loin qu'un courriel, qu'un téléphone, qu'une visite, soit à l'hôtel de ville, demander de me rencontrer, puis je vais le faire. Puis à chaque jour, je discute avec des citoyens, puis là, les gens me disent, est-ce que ça va changer? Non, ça ne changera pas. Moi, je suis comme je suis. Ça fait 23 ans bientôt là, que je suis en politique. J'ai toujours été très proche des citoyens, puis ça va continuer. Fait que c'est ça que je veux offrir. Je veux continuer d'offrir ça aux citoyens. Puis je veux que les gens puissent venir, soit poser des questions au conseil de ville, mais puissent m'écrire en disant, ça, on n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis on n'est pas d'accord avec ça, proposez-nous, qu'est-ce que vous avez comme idée? C'est tellement facile de dire, on n'est pas d'accord avec ça. OK, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Ou qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et moi, c'est ça que je veux offrir aux citoyens. Cette porte d'entrée-là, les commentaires... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, il n'y en avait pas, hein, ou très peu, je vous dirais en 2002. Et aujourd'hui, c'est facile d'aller écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Moi, je dis dans ce temps-là, proposez-moi des choses. Comment vous voyez ça? Puis, chaque projet part d'une idée. Mettez votre idée sur la table. Chaque projet. Hier, on a inauguré le parc de la Pointe-Benson. La première personne qui en a parlé, Mme Duchesneau, c'était en 2013. On est rendu en 2025. Donc, presque 20 ans plus tard, le projet se réalise, mais c'est ça, chaque projet part d'une idée. Bien, c'est ça que je veux proposer aux citoyens. Évidemment, on ne peut pas parler de Lévis sans parler des dossiers qui ont fait réagir récemment. Évidemment, en tête de liste, on a le moratoire. C'est quoi votre vision à vous là, sur ce moratoire-là? Il fallait qu'on agisse. Alors, le règlement de contrôle provisoire qu'on a adopté au mois de novembre, il fallait vraiment mettre une coupure à quelque part parce que les promoteurs, ceux qui construisent sur le territoire de la ville, quand ils déposent des dossiers, ça se travaille de longue haleine. Ça ne se fait pas en 2-3 mois, ça se travaille des fois un an et demi d'avance. Et dès que ça respecte la réglementation, on est obligé d'émettre les permis. Donc, vous avez vu le développement fulgurant dans les dernières années, dont l'année passée, 3800
permis. Donc, c'est énorme. Notre cible au schéma d'aménagement était de 850 par année. Dans les 10 dernières années, c'était 850 par année. Puis on a fait des années à 1800, 2300, 3800. Donc, il fallait vraiment tirer une ligne. La population de Lévis, j'ai parlé au début de la nouvelle ville, on était 125 000, on est rendu 159 000. La population de 159 000 était prévue par l'Institut de la statistique en 2046. Donc, ça a été très vite. Les promoteurs qui nous ont parlé puis qui n'étaient pas contents parce qu'un jour, on s'est assis au conseil de ville puis on a passé la résolution qui venait geler toutes les demandes de permis, on leur a dit... Moi, pour ma part, on leur a dit, mais moi, je leur ai dit, on vous a permis de construire d'avance. Si on avait respecté notre cible qu'on avait au schéma d'aménagement, c'était 850 par année. Donc, il y a des gens qui ont construit d'avance. Et comme je vous expliquais, une fois que les dossiers sont soumis, si ça respecte la réglementation, on est obligé d'émettre les permis. Donc, il fallait geler. Le 29 novembre, quand on a passé la résolution, il fallait geler les permis pour dire maintenant, on va rencontrer les citoyens. Puis c'est ce qu'on a fait. On a rencontré les promoteurs, mais les citoyens aussi, justement pour se donner cette période-là de dire, on va aller entendre ce que les citoyens ont à nous dire, puis on les écoute et on a fait des assouplissements. On a fait des amendements, on a fait des changements à l'intérieur du règlement de contrôle provisoire pour permettre aux dossiers presque prêts de recevoir leur permis, pour permettre aux gens qui avaient des dossiers unis pour des maisons unifamiliales de pouvoir se construire. Mais on a quand même gardé, on ne pouvait pas autoriser tout ce que les gens voulaient faire. Puis on a dit aux promoteurs à ce moment-là, puis on a dit aux citoyens qui sont venus nous rencontrer dans les soirées de consultation au mois de février, préparez vos dossiers. Quand on va être prêt à réémettre des permis, bien, vous serez prêts. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait des assouplissements qui a réglé, j'ai envie de vous dire, qui a réglé tout ce qui était sur la table, qui n'était pas complété. On a réglé ça. C'est normal qu'une ville prenne ce genre de décision-là. Nos usines avaient besoin d'entretien, de mise à niveau et de l'augmentation. Après ça, on a eu plusieurs propositions, puis les gens disaient, oui, mais on a des mesures temporaires, êtes-vous capable de nous aider dans les mesures temporaires? Je vous explique qu'au gouvernement provincial, quand on a des subventions, c'est quand on fait des infrastructures permanentes. Comment une ville pourrait subventionner des mesures temporaires quand nous, la ville, on a un pourcentage faible, mais on a un pourcentage de subvention sur du permanent? Si on veut subventionner une personne au niveau privé, on est obligé de payer comptant. Alors, quand on nous demande 5, 10, 15 millions pour des mesures temporaires, c'est sûr qu'on va dire non. Nous, il faudrait payer comptant, là. Dans les dernières années, et de 2021 jusqu'à maintenant, de 2025 jusqu'à 2029, c'est un demi-milliard d'investissements qu'on met dans nos usines d'eau qu'on a fait dans les dernières années, traitement des eaux usées pour les prochaines années majoritairement, un demi-milliard. Les citoyens ont ça, hein, on met ça au niveau du programme triennal, les citoyens payent assez. Alors maintenant, la charge, ce qu'on a fait, puis là, vous allez me parler du dossier des redevances, ce qu'on a dit, c'est que les promoteurs qui vont vouloir avoir des permis et développer sur le territoire de la ville, qui se connectent sur des infrastructures qui sont déjà là, parce qu'on fait du redéveloppement présentement, très peu d'ouverture de rue. On fait du redéveloppement. Ils veulent construire et se connectent sur des infrastructures qui sont déjà là, payées par les citoyens. Fait qu'on a dit, les redevances, maintenant, vous allez nous aider à payer ce qui reste des emprunts des infrastructures, mais étant donné qu'il n'y en a pas de paiement pour eux autres, parce que ce n'est pas des ouvertures de rue, bien, c'est pour ça qu'on a fait les redevances. Les redevances vont nous permettre d'aller amoindrir les paiements qu'on va faire sur nos usines, le travail qu'on va faire sur nos usines. À terme, on pense que ça va être autour de 70 millions qu'on leur demande et le citoyen, dans les prochaines années, les citoyens avec les taxes, c'est 325 millions. Donc, je pense que c'est tout à fait correct ce qu'on a fait au niveau des redevances. Puis, vous savez, à l'entour de la table du conseil, quand on a passé le dossier des redevances, même il y a un parti qui nous a dit « Vous auriez dû le faire avant ». On est la 30e ville à avoir mis les redevances. La 30e, il y a des villes qui ont été contestées. Fait que nous, on s'est servi de cet historique-là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que notre règlement sur les redevances soit contesté. Et on a mis cet argent-là qu'on va récupérer
sur les emprunts qu'on va faire pour nos usines. Donc, il y a un lien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le même montant de redevance par arrondissement, parce que ça dépend du travail qu'on fait dans chacune de nos usines. Donc, oui, c'est correct que la Ville prenne cette décision-là et les promoteurs doivent aussi faire leur part. Donc, moi, je suis très à l'aise avec ce qu'on a fait au niveau des redevances. Il y a 2 secteurs qui sont en règlement de contrôle provisoire, le moratoire, le secteur de Saint-Nicolas, pour l'usine de Saint-Nicolas, puis le secteur de Desjardins. Le centre continue de se construire. Et malgré le règlement de contrôle provisoire, vous voyez sur le territoire de la Ville des constructions qui se poursuivent. On disait, avec les permis qui ont déjà été émis, puis les constructions qui sont commencées, d'autres qui ne sont pas encore commencées, il y a plus de 2000 unités par année, dans les 3 prochaines années, qui vont sortir de terre, malgré le règlement de contrôle provisoire. Fait que les gens nous disent, vous êtes en moratoire, ça construit pareil. Oui, les permis étaient donnés. Ou étaient, je vais dire, ou étaient presque donnés et restaient à passer dans les arrondissements pour des plans d'implantation, intégration architecturale, mais c'était tout conforme à la réglementation. Alors, je suis très à l'aise avec ce qu'on a fait parce que c'est pas vrai que c'est les citoyens qui vont tout payer pour les constructions qui se font ou qui se feront dans le futur. OK. Puis vous parliez justement des chiffres qui étaient censés être atteints en 2046. Vous ne pensez pas que ça s'est fait peut-être un peu trop rapidement, ce développement démographique-là? Bien, en fait, sans dire que les gens choisissent de venir à Lévis, pourquoi? Parce qu'on est bien. Lévis, c'est une ville, on est très accueillant. Lévis, puis je le répète, c'est une ville où il fait bon vivre. Les gens sont heureux à Lévis. En fait, ce qui est plate, là, c'est qu'on entend ce qui est négatif. La majorité, elle est silencieuse et les gens sont heureux à Lévis. Moi, je rencontre des gens qui sont heureux de vivre à Lévis. Je suis née à Lévis. J'ai vu toute l'évolution de la ville. La petite ville, dans le temps, Saint-Nicolas, mais Bernières, où moi, j'ai fait ma jeunesse, j'ai vu... Le territoire de la ville de Lévis est à 74 territoire agricole. Moi, j'ai vu l'évolution. Et c'est normal qu'on s'urbanise encore plus, qu'on développe encore plus. Les gens vieillissent, les gens vont quitter leur maison, veulent s'en aller soit en appartement ou en résidence, des résidences très actives de personnes âgées. Hein, c'est plus ce que c'était non plus. Dans le temps, on parlait des hospices, c'est plus ça maintenant. On a des milieux de vie et on veut que les gens continuent de venir s'installer à Lévis dans un milieu de vie qui va leur faire plaisir. Et c'est ça qu'on veut. Le bonheur, là, quand on dit que le bonheur est à Lévis, on est à 1 kilomètre de la campagne. Partout sur le territoire, on est à 1 kilomètre d'un parc, on est à 1 kilomètre de la campagne. Et moi, je veux que ça continue d'être comme ça. Je veux que les citoyens soient heureux parce que moi, je rencontre des citoyens heureux. Je rencontre beaucoup plus de citoyens heureux, mais on retient ce qui est négatif, puis c'est ça qui est peut-être dommage. Parce qu'on a fait des beaux dossiers. On va parler de budget. Puis je me dis, quand on présente un budget, ce que les gens retiennent, c'est le taux. Puis tout à fait, parce que c'est ce qui sort de notre poche. Tout ce qu'on fait de bien ou qu'on présente dans le budget n'est pas retenu. Fait que moi, je vous le dis, je veux qu'on sorte de la journée du taux, le taux d'intérêt le taux d'augmentation qu'on va charger au niveau du compte de taxes. Le cadre financier va être revisé une fois par année, fait en juin, mais là, on est en train de faire la révision du cadre financier, puis ça se fera avec le prochain conseil. Le cadre financier va être revisé et je veux que ce soit prévisible pour les citoyens. Donc, il y aura des choses dans le cadre financier. Puis là, les gens vont dire, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va, parce que les plans d'infrastructure sont dans le cadre financier, les infrastructures d'asphalte, d'usine, tout ça est dans le cadre financier. Fait que moi, quand on me dit qu'on n'a pas de planification, je leur dis c'est faux. Juste le cadre, allez voir le cadre financier, puis tout est dedans. Mais je veux que les gens continuent d'être heureux à Lévis. Parfait. Puis on parle justement du budget. Là. Juste un mot, on sait que ça a été quand même critiqué, la hausse des taxes qui a été quand même considérable en 2024. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces critiques-là? Ce budget-là, ce n'est pas le budget de Gilles Laulier ou d'Isabelle Demers, c'est un budget pour faire fonctionner la ville. Je ramènerais peut-être en 2021 où on a eu un gel de compte de taxes à 0 % quand tout augmente. On a voulu donner un break aux citoyens, puis j'étais là dans ce temps-là aussi. Je n'étais pas présidente des finances, mais j'étais vice-présidente des finances. Et on a vraiment voulu donner un break. On était en sortie de pandémie et tout ça. On a voulu donner une pause aux citoyens. Après ça, on a fait du 1,8, 2,3. Et c'est ce qu'on faisait là, pour
pour pas que ce soit trop lourd pour les citoyens. Deux choses. Dans le budget, il y a l'augmentation des taxes, puis ce qu'on charge au niveau de la tarification. Le gouvernement provincial, parce qu'on est des créations du gouvernement provincial, nous oblige à charger ce que ça coûte pour nos usines d'eau, les traitements des eaux usées, le déneigement. Il nous oblige à charger ce que ça coûte, les déchets. On ne peut pas faire d'argent avec ça. C'est les contrats, puis c'est ce qu'on charge aux citoyens, tout ce qui entoure les usines et tout ça. Donc, il y a deux choses sur un budget. Il y a l'augmentation du compte de taxes, puis après ça, il y a la tarification. Généralement, dans les villes, on met tout ensemble, puis on dit voici l'augmentation du compte de taxes, puis c'est ce que les gens veulent savoir. Le dernier budget, là, c'est 1,2. Hein. Sur le 2,9, c'est 1,2 d'augmentation des taxes. Quand nos contrats augmentent de 2, 3, 4 puis des fois, c'est plus. Pourquoi des fois on refuse des projets qui nous sont présentés? On a fait des appels d'offres, on les refuse parce que ça arrive trop élevé. Là, il y a une tendance à se replacer. Là. Les appels d'offres qu'on fait, les contrats arrivent, puis c'est pas mal dans les estimations qu'on a fait. Le budget de la Ville de Lévis a été un budget pour faire fonctionner la Ville. Après ça, encore hier, il y a quelqu'un qui m'en parlait. Oui, mais vous avez fait 25 millions de surplus suite à ce budget-là. 9 millions de plus en mutation. On ne peut pas prévoir ça. 9 millions de plus que qu'est-ce qu'on avait prévu dans le budget. 9 millions de plus. On a 6 millions au niveau des honoraires professionnels sur des dossiers qui n'ont pas été faits dans l'année. Alors déjà, on est rendu à 14 et du surplus, on met 8 millions en remboursement anticipé de la dette. Alors, les citoyens en profitent de ça. Fait que c'est pas vrai qu'on a mal planifié pour le 7 %. C'était ce qu'on avait besoin pour faire fonctionner la Ville. Je vais vous dire que l'administration, quand il nous présente un premier budget, puis on est en préparation budgétaire, c'était plus que le double qu'ils nous demandaient. À un moment donné, on dit non, c'est sûr qu'on n'ira pas là. Imaginez-vous, là, déjà à 7 % mais dans le 7 % c'est 6 % qu'on avait d'augmentation de taxes, puis 1,7 pour notre tarification. Okay. Mais le citoyen a vraiment eu une augmentation. Après ça, on dit, bon, selon les catégories, le 6 logements et plus, ça fait presque 15 % d'augmentation en 2 ans, c'est énorme. Puis là, après ça, j'ai eu des remarques, puis les gens me disaient, oui, mais ça ne coûte pas plus cher faire un 6 logements que de faire une maison unifamiliale. J'ai dit, je ne sais pas comment vous regardez ça, mais quand il y a un 6 logements, c'est les déchets, c'est l'eau, c'est les traitements des eaux usées. Un 6 logements va coûter plus cher à la Ville. Puis là, on dit, oui, mais c'est une adresse, puis le camion de vidange, mais c'est 6 fois les déchets, c'est les vidanges, le recyclage et tout ça. Fait que c'est pas vrai que ça coûte moins cher. J'inviterais les gens à regarder notre taux de taxation aux 100 $ d'évaluation et je continue de vous dire que la Ville de Lévis est une des villes les moins taxées. Okay. Dans les grandes villes et dans nos villes comparables. Puis là, les gens disent, oui, mais le taux, on avait, dans certaines catégories, du retard. Puis c'est un choix qu'on a fait de taxer moins certaines catégories, puis c'est ce qu'on a le droit de faire. Mais on avait du retard. Puis j'invite les gens, parce qu'il y en a des gens qui m'écrivent, puis je leur envoie, moi. J'ai le comparable des villes, les villes comparables ou les grandes villes. Naturellement, on exclut toujours Montréal et Québec. C'est deux situations complètement différentes, la métropole puis la capitale nationale. Deux situations différentes, mais nos villes comparables, aux 100 $ d'évaluation, on est encore une des villes les moins taxées. OK. Puis on parlait de l'explosion de la population, oui. L'augmentation de la oui. population, évidemment. Toutes ces nouvelles personnes-là, ça amène évidemment plus de personnes sur les routes. Oui. Est-ce que vous jugez que présentement, Lévis a les infrastructures de transport nécessaires pour répondre à cette nouvelle demande-là? Transport, si on parle des routes ou transport collectif. On a mis beaucoup d'argent sur Guillaume Couture. C'est un projet de 2,9 km. On voit, là, on arrive dans des secteurs, dans des sections de Guillaume Couture, on arrive à la fin des travaux, les gens sont tannés, on a hâte que ça finisse, mais le voit que ça va donner un plus dans les prochains mois, dans les prochaines années. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que ça puisse se continuer sur toute Guillaume Couture, puis qu'on ait aussi des accès de mobilité différentes, donc vélo, marche, les gens qui veulent se déplacer de façon différente. Là, on voit des vélos électriques, on voit des trottinettes électriques, il y a des gens qui se déplacent comme ça. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, toutes les autos vont sortir des routes puis qu'ils vont s'en aller dans le transport collectif? Non, ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera jamais.
Le but d'un transport collectif, c'est d'amener le plus de gens possible dans la voie réservée du transport collectif et que les gens y trouvent leur compte. Si les gens restent bloqués dans la circulation, ils ne prendront pas le transport en commun. Mais si on vient leur prouver qu'on vient de sauver 20 minutes sur un trajet, bien là, ils vont dire ça vaut la peine que je laisse mon auto à la maison puis que je prenne le transport collectif ou que je prenne une autre sorte de transport parce qu'il y en a des gens qui voyagent en vélo pour aller travailler. Le travail à domicile, hein, si on parle de ça, on fait beaucoup de changements dans les habitudes des gens. Et aujourd'hui, une petite famille, si on doit aller à la garderie, on doit aller à l'école, porter les enfants, puis se rendre au travail, c'est difficile. Fait que habituellement, là, je vais vous dire que les gens font des choix. Il y a toujours une voiture très proche, mais c'est faux de penser que les gens vont tout transférer vers le transport collectif. L'autre affaire, au niveau des infrastructures des routes, vous savez, les routes numérotées appartiennent au gouvernement provincial. On pourrait parler de l'élargissement de l'autoroute 20 direction Est, où on a réglé tous les problèmes. Il n'y a plus de problème de congestion et tout ça, ça rentre du côté de Lévis. Ça peut aller vers Bellechasse, il n'y a pas de problème. Mon grand regret, c'est que le projet, l'élargissement de l'autoroute 20 direction Ouest, devait se faire en 2026, a été repoussé en 2028, repoussé en 2031. Là, on leur a dit. Moi, j'ai eu une discussion avec des députés, les députés ministres qui sont sur, les deux députés ministres qui sont sur le territoire de la ville. J'ai discuté beaucoup avec M. Drainville, entre autres, puis j'ai dit, vous ne pouvez pas faire une troisième campagne électorale sur le troisième lien sans qu'il y ait quelque chose de concret où un prochain gouvernement ne pourra pas reculer. Par contre, vous avez l'obligation d'élargir l'autoroute 20 en direction ouest. La ville de Lévis est grande. Hein? On parle de... Il y a des gens qui me disent 42 km de fleuve, 44 km de fleuve. La ville de Lévis est grande. On doit pouvoir se déplacer d'est en ouest sans être pris. Là, présentement, n'importe quelle heure, on part de Lévis, hein, pour dire l'ancienne ville de Lévis, et on se dirige vers l'ouest, on reste pris. 2 heures, midi, 2 heures, 4 heures. Et les gens qui pensent qu'il n'y a pas de circulation à Lévis, je les invite, hein, parce qu'on a vu, on a vu Infoman et tout ça, puis qui est venu une journée, qui est passé sur le pont, puis qui ça roulait. Tant mieux, il a choisi une bonne journée. Moi, je reste dans l'ouest. Les 2 ponts de l'ouest, c'était une voie rapide pour traverser du côté de Québec. Moi, je consomme à Lévis. Je veux consommer et on a tout pour consommer à proximité. Bien, je veux que ça continue comme ça. Puis maintenant, sur le territoire de la ville de Lévis, on reste bloqué dans la circulation. Donc, les démarches qu'on aura à faire avec le gouvernement provincial, des fois, ce n'est pas des gros dossiers. Hein? Si on parle du troisième lien qui coûte plusieurs milliards, puis qu'on parle de l'élargissement de l'autoroute 20, on a 2 dossiers complètement différents. Bien, mettez la priorité. Dans combien de temps va se faire le troisième lien si un jour il se fait? Moi, je vais toujours garder une ouverture d'esprit parce que le troisième lien, si un jour il se fait, ça sera aussi pour les citoyens de Lévis, payé par le gouvernement provincial. L'autre partie plate, c'est que quand il y a quelque chose qui se fait vers Montréal, ça se fait. Ils en ont besoin. Et tous les citoyens de la ville, mais tous les citoyens de la province, on paye pour ça. Dès qu'on sort un peu de Montréal, j'aimerais ça que les gens de Montréal regardent dans le miroir puis qu'ils laissent faire des dossiers à l'extérieur de la métropole, en fait. Puis on parle du troisième lien, évidemment, des avancées qui ont été annoncées récemment, le tracé central notamment qui a été retenu. On parle aussi d'une option avec un tunnel et un pont. Un pont, effectivement. C'est quoi votre vision sur ces avancées? En fait, avancées? moi, tout ce que le gouvernement provincial va faire pour améliorer la qualité de vie de mes citoyens sur le territoire de la ville, je vais être d'accord. J'ai des doutes quant à la réalisation de ce projet-là parce que je ne veux pas qu'il y ait une troisième campagne électorale provinciale sur le dossier du troisième lien. Je ne pourrais jamais être contre le troisième lien parce que je me dis on en a besoin. Dans le centre, moi, j'aurais préféré qu'il soit plus à l'est parce que j'aimerais qu'il y ait un bouclage autour de Québec et de Lévis. Les gens qui arrivent de Bellechasse pourraient passer plus à l'est puis s'en aller sur la Côte-Nord quand c'est nécessaire. Ou même aller dans l'est de la ville de Québec, ça serait plus facile. Si le gouvernement provincial dit que c'est plus vers le centre que ça doit être fait, venez nous le prouver. Moi, je n'ai rien vu de ce dossier-là. Il ne m'a pas été présenté. J'ai eu des discussions, mais je n'ai rien qui m'a été présenté. Et moi, jamais je m'arrête à la hauteur des cartables qu'on nous présente. Jamais. Je veux qu'on me donne des faits. Ce qui a été... Là, les gens me parlaient du forage parce qu'il y a des forages qui ont été comment? Qui fassent ce qu'ils ont à faire. Mon seul désespoir, c'est que je ne veux pas que ce soit fait dans le vide.
J'ai posé la question parce qu'on me disait, moi j'ai posé la question pour la ferme Chappet, puis on m'a répondu, Mme Guilbeault a dit que c'était pas un enjeu. Bien, je dis tant mieux, mais moi je suis pas au courant de rien. Vous savez que la ferme Chappet, on a eu par le gouvernement provincial l'usage à condition que les Premières Nations soient d'accord. C'est pas un enjeu. Fait que moi, je prends pour acquis qu'elle a déjà discuté avec les groupes des Premières Nations. Il n'y en a pas juste. Parce que le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, quand il a dit ces terres-là, on va vous laisser l'usage, on n'est pas propriétaire, avec l'autorisation des Premières Nations. Donc, je prends pour acquis qu'elle a déjà discuté puis que c'est correct. Mais il faut voir la ferme Chappet pour le développement de ce territoire-là. C'est un grand parc que les citoyens de la ville de Lévis, c'est un poumon vert que les citoyens pourraient profiter. Fait que je ne sais pas de quelle façon ça pourrait être fait pour le troisième lien. On a parlé des coûts, naturellement, parce que le fleuve Saint-Laurent est moins large à cet endroit-là. La hauteur pour laisser les bateaux de croisière qui puissent venir du côté de Québec. Moi, j'ai encore besoin d'être convaincue. OK. Puis avez-vous toujours confiance que ça va se faire, malgré tout le va-et-vient qu'il y a eu dans ce dossier-là? Moi, je serais toujours en faveur d'un troisième lien. J'aimerais ça qu'il y ait du concret. Du concret, pour moi, c'est dire qu'il y a un engagement qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Et ça, je ne sais pas s'ils vont être capables de le faire avant leurs élections qui vont être en octobre 2026. J'ose espérer. Je vais rester positive avec une ouverture d'esprit, mais un jour, les gens du gouvernement provincial vont avoir à nous présenter. Et moi, ce que je veux, comme je dis, je ne me laisserai pas influencer par la hauteur des études qu'on a dit qu'on avait fait, tout ça. Je veux qu'ils viennent me présenter des faits et que ce soit concret pour les citoyens. Okay. Il y a un autre dossier qu'il faut parler, évidemment. On sait que votre famille est impliquée beaucoup dans tout ce qui est sport ici sur le territoire. Ouais. Je pense notamment avec l'international Pee-Wee BSR. Ouais. Ça fait plusieurs années que vous vous impliquez. À quel point ça a une importance pour vous, les infrastructures sportives, mais aussi culturelles? Bien, en fait, c'est tellement important parce que ça fait partie de la vie des citoyens. Que ce soit sportif ou culturel, il y a des gens qui trouvent leur compte dans le sport, puis il y a des gens qui trouvent leur compte au niveau de l'art et la culture. Fait que moi, je vous dis que c'est très important. J'ai passé ma jeunesse, je disais que l'Arena BSR, c'était depuis l'âge de 13 ans que j'étais impliquée au tournoi BSR. Même quand je me suis retirée, j'ai toujours été proche dans le sens où j'étais présente avec les gens. J'ai fait à peu près tous les postes jusqu'à la vice-présidente, à la vice-présidence. Puis après ça, j'ai suivi mes enfants. Ma fille a joué au hockey de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Mon fils a joué au hockey. De temps en temps, il joue encore. Puis c'est la même chose pour le baseball. Mes enfants ont joué au soccer quand ils étaient très, très jeunes. Puis après ça, mon fils a fait le virage vers le baseball. Puis ça m'a permis de voir les infrastructures, ce qu'on a besoin. Là, vous allez peut-être me parler de ce qui s'est passé dernièrement avec le stade Georges Maranda. On a fait le choix, Jeannot et moi, Jeannot Demers, qui est mon frère, mais qui est le conseiller responsable des sports à la ville, conseiller municipal. Et on est allé au tournoi Édouard Dussault sans savoir. Mais on a été très bien reçus. Moi, j'ai pas de problème à aller voir les responsables. Je dis, on va aller se présenter. Et on a été très bien reçus. À un moment donné, ils nous ont dit qu'il y a eu de l'entretien qui a été fait par les bénévoles. Puis je me dis tout le temps, bon, ça, en fait, je disais que ça n'avait pas de bon sens. Puis je dis, on va aller voir. On s'est promené sur le terrain. Puis le terrain numéro 1, Georges Maranda, le terrain principal, il n'y avait pas de problème. Le terrain 2 et 3, il y avait de l'eau. Ils ont été obligés je vais dire, ils ont pris leur pelle. C'est les bénévoles qui l'ont fait. Et pour moi, ça ne se fait pas. On a des employés à la ville, ça aurait dû être des employés. Et vous savez, je vais vous dire, on a des bons employés à la ville. J'ai fait une déclaration dans un autre média, puis les gens m'ont dit, elle est déconnectée. Je ne suis pas déconnectée. Je suis persuadée qu'on a des bons employés. Il y a une commande, il y a des équipes qui ne se sont pas parlé, mais il y a une commande qui ne s'est pas rendue. Je vais le dire comme ça. Puis là, les gens me disent, oui, mais ça n'a pas de bon sens. C'était pas aux bénévoles de vider les poubelles. C'était pas pour préparer le terrain pour recevoir nos invités de l'extérieur, puis nos citoyens qui participent à ce tournoi-là. C'était pas à eux autres de faire ça. Donc, pour moi, il y a eu un manquement qui s'est fait de ce côté-là et la commande, elle a été passée. Ça fait quelques mois que je le dis, je le répète, quand il se passe des événements sur le territoire de la ville, je ne devrais même pas faire ça, mais quand il se passe des événements sur le territoire de la ville, l'endroit, que ce soit culturel, le village en or à Saint-Nicolas, que ce soit des infrastructures sportives,
ça devrait être sur la coche, je vais le dire comme ça, parce qu'on sait qu'on reçoit des gens. Puis pas parce qu'on veut flasher, ça devrait toujours être comme ça. Mais on le sait qu'il y a des tournois. Le tournoi Édouard Dussault s'est terminé, puis le tournoi Bantam Midget Chaudière a commencé. Puis là, je me suis promenée, je suis allée à Grande-Pointe, j'ai rencontré les gens du tournoi TBM Chaudière, je suis retournée à Georges Maranda, je me suis jamais cachée. On va les prendre, les responsabilités. On a eu des rencontres, on a eu des discussions avec la direction générale pour leur dire ça n'a pas de bon sens. On a demandé que ce soit corrigé. J'ose espérer que d'ici la fin de l'été, ce soit fait. Je vous le dis, là, c'est désagréable. Ces gens-là ont fait une lettre ouverte puis ils avaient le droit de le faire. Tout à fait. Je ne suis pas fâchée contre personne et j'espère qu'eux autres aussi ne le sont pas. Je comprends qu'il y a eu un problème, puis ils le disent, là. Il y a eu vraiment un problème au niveau de l'entretien des terrains et tout ça. Moi, on a une campagne électorale qui va commencer le 19 septembre. Ça fait déjà 8 ans. Dans ces 2 mandats-là, ça fait 8 ans. Le lendemain d'une élection, on est en campagne électorale parce qu'à chaque jour, on rencontre des citoyens. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on veut que ce soit mieux. Alors, c'est ça qui se passe. Au niveau des bâtiments, parce que vous savez qu'il y a une étude qui se fait présentement, qui va arriver à terme, puis qui va nous être présentée en tant que conseil de ville. Est-ce qu'il manque des infrastructures? La réponse est oui, on le sait. Et là, on essaie de faire dans les prochains mois, les prochaines années, des ententes publiques-privées. On a des mandats qui sont lourds dans le sens où on a beaucoup de dépenses, puis là, je vais parler monétaire, pour nos infrastructures de base, pour donner nos services de base aux citoyens. Quand on veut faire des projets pour la qualité de vie, puis on s'entend que c'est important, s'il manque des projets de qualité de vie, bien, on va aller voir ce que le privé veut faire avec nous. Et c'est ça l'avenir. Pour la Ville, c'est l'avenir. Nos gros projets, comme on a déjà fait avec le concours du gouvernement du Québec, je pense au centre aquatique du côté, le centre aquatique multifonctionnel du côté de Saint-Nicolas, on a eu besoin du support du gouvernement. Le gouvernement provincial, c'est aussi vous puis moi. C'est les mêmes payeurs de taxes, c'est les mêmes citoyens qui payent leurs impôts. Alors, il va falloir trouver des moyens de faire différemment. Est-ce que tout sera payé par le privé? La réponse, c'est non, parce qu'on veut être des partenaires. Et c'est des partenaires qu'on va aller chercher. Fait que moi, je pense qu'il y a des belles réalisations qui s'en viennent, mais on aura, je dirais, l'assistance et on sera des partenaires avec le privé pour les accompagner. Et la beauté de la chose, c'est que ça va permettre à nos citoyens d'avoir accès à ces infrastructures-là. Que je pense au centre culturel, où il y a l'école de musique, l'école de danse qui est là, que je pense à le soccer avec le Collège de Lévis qui va être prêt bientôt, où ça va commencer là, au mois d'août. On est présentement au mois de juillet. Ça va se faire. Et il y aura ce genre de partenariat. Onco à Saint-Romuald, ce qu'on a fait au Onco à Saint-Romuald avec les 2 glaces, on a gardé Saint-Romuald. Pourquoi? Parce que c'est une glace supplémentaire. On en a besoin. On le sait que l'aréna de Saint-Romuald aurait beaucoup besoin d'amour. On a espoir aussi d'avoir un projet qui pourra se réaliser, soit à côté de l'aréna de Lévis qui est existante aujourd'hui ou un autre complexe. Vous savez, on est en train d'arranger ou de refaire la façade d'André Lacroix. Un dossier à la fois. Il y a plein de dossiers qui se font en même temps, mais dans ce genre de projet-là, on fait des choix. C'est pas toujours le fun de repousser des dossiers, mais à un moment donné, il faut respecter aussi la capacité des citoyens. OK. Puis quand on regarde tous ces dossiers-là maintenant, c'est quoi vos points prioritaires pour votre campagne? La priorité, pour moi, ça sera la proximité avec les gens. On va aller écouter. Vous savez, la campagne électorale va commencer le 19 septembre, mais à la fin du mois d'août, les candidats et moi, je le suis déjà sur le terrain, seront sur le terrain pour aller à la rencontre des citoyens. Proximité, proximité, proximité. On veut entendre ce qu'ils ont à nous dire. Les citoyens pourront passer les commentaires et ça va nous revenir en tant que parti. Et moi, c'est ce que je veux. C'est que les citoyens sentent qu'on est proche d'eux autres. Puis, on ne pourra pas... Moi, j'ai des citoyens qui m'ont demandé une phase 2 d'un parc dans le secteur Villeux. Puis j'ai été très honnête. J'ai toujours été une fille très honnête. Moi, je me couche le soir puis je dors. Je ne ruminerai pas des promesses que je ne serai pas capable de faire. Puis encore hier, je disais à des citoyens, faites attention, on peut vous promettre plein de choses. Là, on peut... Une campagne électorale, hein? Moi, je ne ferai pas de promesses. Je ne ferai pas de promesses, puis je vais le répéter. Ça va être des engagements que je vais prendre pour les citoyens. Et c'est ça que je vais faire. Retenez, pour Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers, ça sera la proximité.
OK. Puis qu'est-ce qui vous différencie concrètement de vos deux rivaux, si on veut, là, à la mairie? En fait, moi, ça fait longtemps que je suis là. Hein, les dossiers de la ville, je les connais. Puis, à un moment donné, il y a un journaliste qui me disait, oui, il y a beaucoup d'années d'expérience qui quittent hein, avec M. Laulier, avec les candidats, pas les candidats, mais les élus actuels qui quittent. À un moment donné, on me parlait de plus de 150 ans, puis il y a plus que ça même. Moi, j'ai 74 ans. Avec mon équipe actuelle, il y a 74 ans d'expérience qui va continuer. Le lendemain de l'élection, le 3 novembre, on ne recommence pas à zéro, là. Les dossiers se poursuivent avec un vent de fraîcheur. Puis je le dis souvent, là, avec le vent de fraîcheur, des idées nouvelles. Mais la ville continue le 3 novembre. On ne recommence pas à montrer comment ça fonctionne. La ville continue. Donc, le 3 novembre, on embarque parce que décembre, c'est les budgets, c'est les plans d'investissement. La ville va continuer. Moi, j'offre ça aux citoyens. Les gens disent... il y a des gens qui me parlent, il y a 2 hommes qui se présentent contre moi. Il y aura probablement d'autres candidats ou d'autres candidates qui se présenteront à la mairie, mais je suis celle, et je le répète, je suis celle qui a le plus d'expérience et les compétences pour continuer ce beau projet-là de la ville de Lévis. Parlant de votre équipe, justement, c'est quoi le portrait de cette équipe-là? Une équipe, 8 hommes, 8 femmes, qui ont des expériences de vie différentes. Et j'ai des gens d'affaires, j'ai des gens qui sont du communautaire, j'ai des gens qui viennent du sport, j'ai des gens qui viennent du légal, j'ai des gens qui viennent des transports. J'ai des gens de toutes les diverses formations, compétences, et c'est ça que je voulais. Je vous parlais tout à l'heure de la matrice de compétences, et c'est ça qu'on a fait avec Lévis Force 10, d'aller chercher des gens qui ont des expériences différentes. Les gens ont des beaux projets pour la ville et on aura l'occasion dans la campagne électorale de vous en parler. En terminant justement, à quelques mois maintenant de ces fameuses élections-là, c'est quoi le ressenti présentement? Est-ce qu'il y a de la confiance, excitation? Tout à fait. La confiance sur le terrain. Les gens, la campagne va très bien. Je vous dis, la campagne qui commence officiellement le 19 septembre. Moi, le lendemain où je me suis annoncée, le 12 février, je me suis annoncée en prenant la chefferie du parti et en le disant que je me présentais comme candidate à la mairie. J'ai été sur le terrain déjà avec les citoyens et le ressenti, il est excellent. Les gens disent, le vent de fraîcheur, là, où on a besoin de changement, je l'ai dans mon équipe. Fait que ce que les gens me demandent, je l'ai dans mon équipe. Je suis vraiment fière de l'équipe qu'on présente aux citoyens et j'invite les citoyens à dire à mes candidats de Lévis Force 10 qu'est-ce qu'ils veulent pour Lévis. On est là pour ça. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci plaisir. À nos auditeurs aussi d'avoir écouté cette capsule. Puis merci au groupe Garneau pour la salle qui nous a été réservée. On se retrouve une prochaine fois. Salut. Merci.